Bonjour, preview de la prochaine vidéo, les AmpliOps Round 2. Donc, si vous avez survécu à la dernière vidéo, munissez-vous de votre tube d'aspirine parce que le train redémarre. Nous allons essayer de comprendre dans cette vidéo la bête niveau 2. Jusqu'à présent, on a compris un petit peu comment marchait un AmpliOp dans sa version simple. Vous êtes capable aujourd'hui de conduire votre AmpliOp. Mais si jamais votre ampli-op dysfonctionne, un peu comme quand vous conduisez votre voiture, eh bien vous serez sur le bas-côté. Et donc l'objectif de cette partie 4, ça va être de voir d'autres paramètres de l'ampli-op, de manière à ce que quand vous avez branché votre ampli-op, s'il ne produit pas la sortie que vous attendiez, comprendre un petit peu pourquoi. Donc un peu comme si après avoir appris à conduire, vous aviez suivi un cours pour apprendre un peu de mécanique, de manière à pouvoir vous dépatouiller. Après cette partie-là, on va voir la partie 5, les montages hip-hop, avec nos briques de Lego. Alors c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, un ampli-op pour moi c'est un outil multifonction, avec beaucoup de fonctions. Donc la première chose que je vais faire dans cette partie-là, c'est essayer de développer une intuition de quelles sont les fonctions de cet ampli-op, de manière à ce que quand vous avez un besoin, vous songiez automatiquement, par intuition, à aller voir votre outil multifonction au garage et le sortir pour remplir le besoin dont vous avez besoin. Donc ça, c'est d'abord comprendre le périmètre de votre ampli-op. C'est pas magique, il va pas faire du PLL par exemple, mais il va rendre un certain nombre de services et donc vous devez savoir quand vous allez le chercher du garage. Ensuite, c'est bien, vous l'avez cherché au garage pour remplir la fonction dont vous avez besoin, mais il va vous falloir changer la lame. Donc là, dans cette partie-là, en voyant les différents montages, c'est pour développer une intuition de comment ça se marie ensemble, tout ça, de manière à ce que quand vous allez devoir monter une nouvelle lame sur votre outil multifonction, vous soyez capable de le faire avec dextérité et pouvoir utiliser cette nouvelle configuration avec dextérité. Alors commençons. Jusqu'à présent, donc voilà les différents paramètres d'un ampli-op. Vous voyez, c'est une liste assez longue. En vert, vous avez les paramètres qu'on a déjà vus. Donc par exemple, on a vu qu'il fallait alimenter un ampli-op. On a vu qu'on avait un gain en boucle ouverte, si vous vous rappelez, de l'ordre de 100 000. Donc c'est pour ça qu'en régime linéaire, on faisait, vous vous rappelez, l'hypothèse que Vin plus égale Vin moins, ce qu'on avait appelé le virtual short. On avait vu, bon ça c'est juste la moyenne de vos alimentations, donc ça c'est fastoche. Ça pareil. La sortie, on avait vu que c'était entre plus VSAT et moins VSAT, vous vous rappelez de VSAT. On avait vu qu'on avait une résistance d'entrée importante, hein, mais ça c'est vrai pour tout amplificateur. Un amplificateur va avoir une impédance d'entrée importante, donc vous vous rappelez c'était en méga-ohm, la résistance d'entrée, et une petite résistance de sortie. Donc là, voilà, entre 10 et 100 ohms. Pourquoi? Parce que on veut que la charge voit notre amplificateur comme une source de tension idéale. Vous voyez ce que j'ai dire? Donc, une source de tension idéale a une petite résistance de sortie. Donc, nous, on va avoir aussi une petite résistance de sortie. Et on avait vu enfin qu'on avait un courant de sortie qui pouvait varier suivant les modèles, mais en gros qui était entre 20 et 40 milliampères pour les ampli-op usuels. Bon. Donc ça, c'est apprendre à conduire la voiture. Maintenant, apprendre un peu à la dépanner. Donc, vous avez monté votre ampli-op, vous vous attendiez à la génération d'un signal sinusoïdal avec telle amplitude, et au final, il vous sort un signal triangulaire. Et donc, là, si vous connaissez les paramètres que j'ai mis en rouge, vous allez peut-être vous dire, mais tiens, comme une andouille, j'ai oublié de vérifier que pour mon montage, mon ampli-op allait ne pas excéder le Product Gain Band, GBP, ok? Donc vous allez immédiatement vous dire, bah tiens, si j'ai un triangulaire à la place d'un sinusoïdal de telle amplitude, c'est peut-être que j'ai excédé la bande passante de mon ampli-op. Ou alors, c'est peut-être que, en gros, le signal que j'y envoie est trop rapide, avec une amplitude trop haute, et donc j'ai excédé mon slew rate. Ok?
Donc, vous allez pouvoir comprendre pourquoi la sortie que vous avez n'est pas celle que vous attendiez, etc., etc. Donc, vous avez compris le principe. Donc, on commence par là. Le premier paramètre qu'on va voir, c'est Gain Bandwidth Product. Si vous vous rappelez, nous, le gain d'un ampli-op, on avait dit que c'était 10 puissance 5. On avait appelé ça le gain en boucle ouverte. Et ce paramètre gain, en fait, l'ampli-op s'en servait. Il faisait gain fois Vin plus moins Vin moins. Et ça nous donnait le V-out. Et donc, vu cette formule, quand on avait un ampli-op qui était comment ça s'appelle, en linéaire, il est en linéaire parce que je vois une boucle de rétroaction. De cette formule, on avait conclu que Vin plus était égal à Vin moins, donc on avait un virtual short ici, ce qui était très utile pour calculer notre montage. Sauf que, en gros, votre G, là, que vous aviez pensé être une constante à 10 puissance 5, elle varie en fonction de la fréquence. Le gain de 100 000, ce qui avait servi pour notre base de réflexion, c'est à basse fréquence. Mais à haute fréquence, G devient de plus en plus petit. Donc de 10 puissance 5, vous pouvez passer à 10 puissance 4, 100, 10, 1 et même négatif. Donc à ce moment-là, quand vous êtes à 1 ou négatif, vous pouvez plus faire l'hypothèse que Vin plus égale Vin moins. Mais ça, c'est de votre faute. Vous avez excédé le paramètre Gain Bandwidth Product. Voilà. Donc il faut prendre en considération, quand vous faites votre montage, la bande passante de votre ampli-op. En d'autres termes, il faut prendre en considération un autre paramètre que vous retrouverez dans la datasheet de votre ampli-op et qu'il ne vous faudra pas excéder. Et ce paramètre, il s'appelle le Gain Bandwidth Product. GBW, et comme pour nous faciliter la tâche, ils l'ont aussi appelé GBP. Voilà, vous pouvez le trouver sous ces deux noms. Alors, pas de panique. Surtout pas de panique. Ce paramètre va être très simple à prendre en compte quand vous faites un montage. En gros, la formule, elle est en rouge. Là, vous reconnaissez immédiatement un montage ampli-op. Donc, c'est un amplificateur inverseur. Donc, sur la borne moins, sur Vin moins. Donc, en V-out, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est une brique de base. Donc, je vais avoir un moins. Pourquoi? Parce que le signal d'entrée est sur la borne moins. Donc, je vais avoir un moins. Et après, le rapport des deux résistances. Moins. Donc, rapport de lui par lui, ça fait 5. Moins 5 fois Vin. Ça, c'est le gain de mon montage. On est d'accord? Ensuite, je balance dans mon ampli-op un signal d'entrée qui a une fréquence. Ça, c'est la fréquence de mon input. Mettons 10 kHz. 5 fois 10 000, ça fait 50 000. Eh bien ça doit être inférieur à ce paramètre que je retrouverai dans le datasheet de mon ampli-op, qu'on appelle GBW. Ok? Donc là, vous avez un autre exemple. Là, dans cet exemple, j'ai considéré que mon ampli-op, dans la datasheet, son GBW, c'était 1 MHz. 10 puissance 6. Le gain de mon montage ampli inverseur, c'est 5. Donc ça me donne une fréquence limite à pas dépasser si je veux que mon ampli-op fonctionne correctement. Donc, comment je connais la fréquence limite? Eh bien, c'est simple, je regarde la formule. Donc, je vais faire F inférieur à GBW divisé par le gain de mon montage. C'est-à-dire que, au résultat, je ne dois pas dépasser dans mon montage un message d'entrée qui a une fréquence supérieure à 200 kHz. Je dois rester en dessous des 200 kHz. Parce que si je monte avec une fréquence au-dessus de 200 kHz, mon ampli-op ne va pas pouvoir suivre. Je suis sorti de sa plage de fréquence, de son, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, bon, alors, ça, c'est simple à mettre en place, hein. C'est juste une considération supplémentaire à avoir. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on aimerait bien savoir quand même d'où ça sort ce GBW. C'est quoi ce GBW? D'où ça sort? Alors, c'est simple. Là, je suis allé regarder dans une datasheet d'ampli-op. Vous trouvez toujours plus ou moins la même chose en toutes. Celui-là. Et vous voyez, donc, il y a un DC Open Loop Gain. Bon, là, ils l'ont mis en décibels. Ici, vous avez la traduction de décibels vers nombre réel, là, la formule. Et là, vous trouvez dans ce datasheet le Gain Bandwidth Product qui est à 1 MHz. Et là, regardez ici, cette courbe qu'on trouve dans la datasheet. En fonction de la fréquence, le Open Loop Gain. Donc, Open Loop Gain, c'est notre G ici. Nous, on avait pensé constante, à 100 000. Vous voyez, il est constant pour les basses fréquences. Jusqu'à 1 Hz sur celui-là. Donc là, ça en 20 décibels, c'est 1 million. Donc vous voyez, il est même au-dessus de ce qu'on pensait. D'accord? Mais regardez ce qui se passe quand je monte
en entrée, le message d'entrée, le signal d'entrée en fréquence. Ce gain, il tombe. Et à 0, à 1 MHz, le gain est de 1. C'est-à-dire que là, j'ai plus qu'un 1. Donc, je peux plus faire l'hypothèse que Vin plus égale Vin moins. Je n'ai plus de virtual short. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que je reconnais? Si vous avez suivi la vidéo sur les filtres, là, je reconnais une courbe de filtre passe-bas, avec une fréquence de coupure autour des 1 Hz. On est d'accord? D'ailleurs, je vous le prouve. Là, c'est un filtre RC, filtre passe-bas, avec résistance et condensateur. Ça, c'est la courbe en décibels du gain de ce filtre. Et on voit bien que pour les basses fréquences, il a, comment dire, il a un gain de 1, et que quand je dépasse la fréquence de coupure, d'un coup, le gain devient négatif. C'est-à-dire que l'amplitude de sortie est plus petite que l'amplitude d'entrée. Avec une pente, si vous vous rappelez, pour un filtre d'ordre 1 de 20 décibels. C'est-à-dire que chaque décade, vous vous rappelez, c'est un facteur 10 en fréquence. Chaque décade, je perds d'un facteur 10. Bon. Si vous vous rappelez, quand on avait fait les filtres passe-bas, on avait dérivé donc la fonction de transfert, H, en faisant la loi des mailles, ici. Donc, en faisant la loi des mailles, on avait exprimé Vout en fonction de Vin, sur Vin, et on avait trouvé ça. Et après, on s'était mis sous la forme canonique de la fonction de transfert, qui était ça. Et ce WC ici, c'était la fréquence de coupure, à moins 3 dB, ici. Ici, aux alentours de 100 Hz. Bon. Ben, l'ampiope, c'est un peu un filtre. Regardez la tête de sa courbe. Pour G. Pour son gain. C'est un filtre, ça. Ça ressemble. Quelle est la fréquence de coupure? Moi, je dirais ici autour de 1 Hz. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux calculer une expression pour cette courbe-là. C'est-à-dire que là, au lieu de mettre G, pour rappeler dans ma formule Vout égale G Vin plus moins V moins, au lieu de considérer que G est une constante, je peux remplacer G par l'expression de la fonction de transfert que je vois ici. Et donc, si je m'inspire de là, c'est cette forme-là. Vous êtes d'accord? 10 puissance 6, parce que je commence pas à 1, mais je commence à 120 décibels, divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, et oméga C étant ma fréquence de coupure, ici à 1 Hz. Donc ça, c'est la pulsation de coupure. Donc, fréquence de coupure 1 Hz, comme je le vois sur le graphique. Donc ça veut dire que WC, la pulsation de coupure, c'est 2pi fois 1. Donc ça fait en gros 6, ici. J'ai un 6. Bon. Cela étant dit, on va refaire maintenant le calcul de ce montage. Mais cette fois-ci, on va pas considérer qu'on a un virtual short. Pourquoi? Parce que on va monter mon entrée en fréquence. Donc j'aimerais en fait partir sur des vrais calculs. Ok? Alors vous ferez pas ça tous les jours. Ça c'est juste pour vous expliquer d'où sort ce gain bandwidth product. Ok? Et ça me permet en fait de parler que mon montage c'est comme un filtre. Vous voyez? Voilà, ça donne un petit avantage plus, même si après on s'en fout quelque part. Donc là, tatitata pata, ta. Voilà. Et c'est un filtre. Et là, je trouve la fréquence de coupure. Et là, je dérive. Bon, je vous le ferai mieux. Là, c'est juste une preview. Donc là, en gros, je trouve mon expression, à quoi correspond mon gain bandwidth product et la formule dont j'ai parlé précédemment. Voilà. Alors, hop, on va passer tout ça. C'est en cours de construction. Hein. Et on va à la prochaine section, les montages hip-hop avec nos briques de Lego. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dans mon garage cet outil multifonction qui est un ampli-hop. D'accord? Et donc, la première chose que je vais faire, moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne avec mes outils, si j'ai un outil multifonction au garage, c'est que je dois développer l'intuition de quand je vais aller le chercher du garage. Donc ça, c'est le périmètre de fonction d'un ampli-hop. C'est-à-dire que quand je vais avoir un besoin qui ressemble à ça, je vais aller chercher l'ampli-hop au garage pour l'utiliser pour remplir la fonction dont j'ai besoin. Donc, c'est quoi le périmètre de fonction d'un ampli-hop? Donc, il peut me faire l'amplification inversée, ça on avait vu le montage, non inversé. Il peut faire un calcul de différence, on l'avait vu. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire suiveur de tension, vous vous rappelez le montage en suiveur. Donc ça, c'est par exemple si je dois parler à un capteur qui est pas capable d'envoyer beaucoup d'intensité, ok, par exemple. Donc j'ai un capteur qui est assez faiblard pour m'envoyer de l'intensité, je mets devant un ampli-hop qui est configuré en mode
suiveur, ce qui fait que je vais pas solliciter mon capteur et je vais pas excéder ses capacités pour délivrer de l'intensité. Là, il peut me faire passer donc une intensité, il peut me convertir une intensité en tension et l'inverse. Donc ça peut être intéressant. Par exemple, si je prends celui-là, par exemple, imaginez, imaginez le cas, j'ai des LED, j'ai une rampe de LED et je veux pouvoir rajouter des LED derrière sur ma rampe sans à chaque fois devoir comment dire, modifier mon alimentation. Eh bien, je peux alimenter ma rampe de LED par une source de courant qui me délivre le courant dont a besoin mes LED, c'est-à-dire du 20 milliampères ou du 30 milliampères, ça dépend des LED. Ok. Bon, et ben ça, je peux faire ça avec un ampli hop. Donc là, je vais contrôler le courant de sortie comment dire, de ma source de courant par un voltage. Donc, suivant le voltage que je mets, je vais sortir plus ou moins d'intensité pour alimenter mes LED, par exemple. Je vais aussi, dans le périmètre des fonctions d'un ampli hop, il y avait des fonctions intégrateurs et dérivateurs. Donc ça a plusieurs utilités. Je veux calculer la dérivée. Mettons, j'ai mes capteurs remontent une position, je veux connaître la vitesse. Bon, ben, je peux utiliser un dérivateur. Euh, je veux calculer le montant RMS d'un signal en tension. Bon, ben, je vais faire un intégrateur. Je veux faire du traitement de signal, je veux transformer une tension constante en rampe. Un intégrateur. Voilà. Ça, c'est dans les fonctions que peut rendre un ampli hop. Ensuite, je peux utiliser les ampli hop pour faire des filtres. Donc, il y a des filtres actifs de différents types, ok, avec un ampli hop. Je peux utiliser un ampli hop pour générer tout un tas de signaux, sinusoïdales, triangulaires, carrés, etc., etc. Donc, si demain je dois générer des signaux, je vais penser aux ampli hop. Comparateur. Donc, vous vous rappelez, là, j'ai un capteur, mettons, je vais développer une sorte de, je sais pas moi, comment on appelle, vous savez, pour la température. Quand la température passe un certain seuil, je veux déclencher les chauffages, par exemple. Bon, eh ben, je vais utiliser un comparateur, donc un ampli hop tuné pour faire comparateur. En entrée, je vais lui mettre mon capteur de température, peut-être un NTC, une tension de référence, et quand ma température dépasse un seuil, qui est fixé par ma référence, paf, mon amplificateur sort une sortie high, et donc ça alimente, ça commande mon chauffage de s'allumer. Bon, là, il y a les triggers de Schmitt, mais bon, il y a des puces aussi spécialisées, peu importe. Après, je peux faire des additions, des soustractions, des amplifications. J'ai même les fonctions logarithmes, vous voyez, exponentielles. Bon, ça peut être intéressant. Et puis, j'ai aussi des trucs pour du contrôle de système, du PID. Ça, c'est bon pour si vous allez faire des servomoteurs, etc., etc. Donc ça, c'est le périmètre. Donc ça, c'est mon intuition. C'est-à-dire, en gros, j'ai un besoin, j'ai une vague idée du périmètre de fonctionnement d'ampli hop, donc je sais quand je vais le sortir du garage. Maintenant, c'est pas le tout, mais il va falloir que je change les lames. Hein, et que je sache utiliser pour cette nouvelle fonction. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, j'ai besoin d'un recueil de montage, un peu comme le manuel de votre outil multifonction. Donc, avec une liste de tous les montages d'ampli hop aussi précise que possible, aussi exhaustive que possible. Donc là, je vous avais déjà pointé vers le N31, le document N31 de Texas Instruments, qui contient une liste de montages à ampli hop. Okay. Et vous vous rappelez, il y avait plusieurs catégories: basic circuit, génération de signal, génération de processing. Okay. Bon. Intéressant, toujours dans ces docs, un truc dont j'avais pas parlé, vous avez un accès à TINA-TI et au schéma. Donc, vous trouvez un schéma qui vous intéresse. Par exemple, vous vouliez faire un peak detector. Eh bien, vous pouvez télécharger un schéma que vous allez ensuite pouvoir passer dans TINA-TI, qui est un logiciel de simulation électronique. Donc, immédiatement, vous allez pouvoir simuler dans TINA-TI le schéma qui vous intéresse. Bon. Il y a aussi ce site dont j'avais parlé. Rapidos, parce que là, c'est juste une preview, les briques élémentaires qu'on avait vues. Donc, les deux montages qu'on avait vus, briques élémentaires, sur lesquels il n'y a pas de boucle de rétroaction, comparateur hystérésis. Et après, les différents montages qu'on avait vus, qui sont nos briques de Lego, suiveur, amplificateur inverseur, sommateur, soustracteur, intégrateur, dérivateur, exponentiel, logarithme. Bon, ça, c'est nos briques. Donc maintenant, nous allons voir des montages un peu hip-hop, pas pour le montage en lui-même, parce que quelque part, vous n'avez peut-être pas besoin
d'un peak détecteur aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, vous n'avez peut-être pas besoin, moi je sais pas, d'un PID aujourd'hui. Mais pour développer une intuition, une dextérité, ok, pour passer d'un outil, d'une configuration de l'outil à l'autre. Voilà. Vous avez maintenant une bonne idée du périmètre, vous savez où aller chercher le montage, vous savez même le simuler, apparemment, c'est juste tout bête, vous le téléchargez, vous le montez dans TINA-TI, donc vous pouvez le simuler. Mais maintenant, le niveau supplémentaire, c'est j'ai téléchargé, j'ai choisi mon montage, c'est ça ce montage-là que je vais mettre parce que j'en avais besoin, mais comment je l'analyse? Comment je développe cette intuition, cette dextérité pour changer la lame de mon outil multifonction? Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut un peu augmenter notre niveau en termes de compréhension, en regardant quelques exemples pour essayer, pas sur le montage en lui-même, on s'en fout. J'ai peut-être pas besoin aujourd'hui de faire un générateur de signal, mais pour arriver à comprendre comment la logique de l'outil multifonction. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une logique dans tout ça. Essayez d'acquérir cette logique, cette intuition, pour que ensuite on puisse passer d'un montage à l'autre de manière complètement comment dire, fastoche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, le premier montage dont je vais vous parler, que je vais voir très rapidement, c'est pour faire du générateur de signal. Bon, regardez le montage, il y a 2 amplis, d'accord? Là, immédiatement, je vois que ce premier montage peut me générer du square wave, donc du PWM, du signal carré, ou un signal triangulaire. Bon, comment je commence? Là, je suis devant ce montage, bon, j'ai une vague notion des amplis, mais comment je réfléchis à comment ce truc marche, parce que bon, là, il me sort les formules, mais j'aimerais un peu comprendre un peu plus loin et être capable de me débrouiller, changer peut-être les résistances, etc., ou les alimentations, être autonome. Bon. La première chose que je fais, moi personnellement, euh, c'est d'abord je regarde chacun de mes ampli-op séparément et j'essaye de voir s'il correspond pas à une des briques de base élémentaire qu'on avait vues. Donc si je prends le premier ampli-op, ici qu'est-ce que je reconnais? Ici déjà je note immédiatement que je n'ai pas de boucle de rétroaction sur VN-. Donc si vous vous rappelez, pas de boucle de rétroaction, il y a 2 montages, suiveur ou hystérésis. D'accord? Là, c'est pas, non, pas sûr. Comparateur ou hystérésis, pardon, ma langue fourchée. Là, c'est pas un comparateur parce que j'ai une boucle de réaction. Le comparateur n'en avait pas. Donc, c'était le montage hystérésis, pour rappeler, où il n'y a pas de boucle de rétroaction, mais par contre, une boucle de réaction. Donc, ici, je suis en présence. Alors, est-ce qu'il y a que ces deux-là ou est-ce que je mets celle-là? Allez, on va mettre celle-là. Ici, je suis en présence d'un montage hystérésis. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fonction d'un seuil ici, il va basculer sa sortie, si vous vous rappelez pour le montage hystérésis, entre plus V-SAT et moins V-SAT. Vous vous rappelez? Donc, ça m'explique un peu pourquoi je vais avoir un square wave. Parce que ce montage en hystérésis bascule en fonction de 2 tensions de seuil, et sa sortie, il la met soit à plus V-SAT, soit moins V-SAT. Donc ça sera mon square wave, mon PWM, qui va osciller entre plus V-SAT et moins V-SAT. Bon. Première partie, je l'ai vu. Deuxième partie. Allez, hop, on perd pas son temps. J'ai mon ampli, hop. Est-ce que j'ai une boucle de rétroaction? Oui. Vous la voyez, la boucle de rétroaction sur VN-? D'accord. Est-ce que j'ai une boucle de réaction? Non. J'ai pas de boucle de réaction immédiate, en tout cas. Bon. Donc, ici, c'est un ampli, hop, avec une boucle de rétroaction. D'accord? Donc là, lui va fonctionner en linéaire. En tout cas, bonne hypothèse, ça sera du linéaire. Et je vois immédiatement que dans ma boucle de rétroaction, j'ai un condensateur. Et ça, immédiatement, dans ma petite tête, dans les montages de base, dans les briques, vous rappelez, élémentaires, un montage qui avait un condensateur dans la boucle de rétroaction, ça me fait penser à intégrateur. Voilà. Donc ça, j'ai donc 2 ampli-op, un qui apparemment va faire de l'hystérésis, et l'autre qui va me faire de l'intégration. Or, si j'intègre, vous vous rappelez, un message qui est constant, enfin, un voltage, une tension constante, mon intégrateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une rampe de la pente de VSAT. Donc là, lui, en sortie de lui, je vais avoir donc une pente, une pente de pente, enfin une rampe, pardon, de pente VSAT. Ok? Et c'est pour ça que je vais avoir un signal triangulaire, parce que lui, quand il me sort VSAT, il me commence une pente comme ça. Et quand le signal, tac, tac, il fait basculer la sortie du premier ampli-op à moins VSAT, je vais descendre. Donc, effectivement, ça fait du sens que je vais avoir généré
un triangle, enfin, un signal triangulaire. Bon. Donc là, hystérésis. Alors là, je me suis trompé. Il faut inclure le R5. Mais on le verra après. Et après, deuxième ampli-op, un intégrateur. OK? Et donc, je peux me faire le petit schéma comme ça. Le bloc hystérésis, qui va faire basculer sa sortie entre plus Vsat et moins Vsat, vous rappelez, en fonction de seuil haut et bas qu'on peut calculer. Donc, si je prends la tension à ce point-ci, je vais avoir une tension qui est de type PWM. La tension en haut, c'est plus Vsat, la tension en bas, c'est moins Vsat. Après, on va regarder pour la fréquence. Et ça rentre dans mon deuxième ampli-op, celui-là, qui est configuré en tant qu'intégrateur. Or, quand j'envoie un message comme ça, constant, à un intégrateur, lui, il me génère une rampe. Et quand je bascule en moins Vsat, il redescend, d'où le triangulaire. Là, j'ai un condensateur, donc je me rappelle les circuits RC, taux égale RC, vous vous rappelez, donc ça va rentrer dans la rapidité avec laquelle je monte. Bon, je monte ou je descends, enfin, vous comprenez l'idée. Donc voilà, les différents composants que je vais mettre ici vont déterminer la pente jusqu'où je monte, etc., etc. Bon, donc première brique. Donc ça, c'est mon montage au global. Maintenant, on intervient sur celui-là. Vous voyez, là, j'ai essayé d'inclure la résistance. C'est ça, vous le voyez. Donc là, je vais essayer d'analyser mon premier bloc. Donc là, je mets une tension Vin, OK, à mon montage. Et là, je sais que j'ai une hystérésis. Bon, je perds pas de temps. Je vais calculer Millman en point A. Millman en point A, ça me donne cette formule-là. On l'a fait 10 000 fois, mais je le referai mieux lors de la vraie vidéo. Condition de seuil, c'est quand VA franchit 0, franchit le Vin-. OK? Ce qui me permet de calculer les valeurs de seuil. Et donc, tac, 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 je fais comme ça, seuil bas, seuil haut, seuil bas. Voilà les formules. Une fois que j'ai fait ça, je fais l'analyse du deuxième ampli-op. OK? Celui-là, c'est l'intégrateur. Donc, il va me générer en sortie un signal triangulaire, comme ça, etc., 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 etc. Voilà, pour la preview. Ben, je vous remercie, je vais essayer d'avancer. Merci.